Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer la discussion au coin du feu, comme nous l'appelons. Urs et Béa, nous avons fait connaissance tout à l'heure en prenant le café. Et puis, on a décidé qu'on allait se tutoyer, alors je vous propose qu'on continue. Alors, Urs, je suis impressionnée d'une part par l'art médical, mais d'un autre côté, je t'ai trouvé très cool dans cet entretien. J'ai été étonnée de ta réaction. Puis, tu as pris 20 cm avec cette opération de redressement. C'est pas donné à tout le monde de grandir de 20 cm en un seul coup. Est-ce que, en te souvenant de cet entretien et de l'opération, à quoi tu penses ? Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que c'est la meilleure chose, la meilleure décision que j'ai pu prendre. Ça m'a redonné la qualité de vie que j'espérais. Et comme le médecin m'a dit, je ne peux pas regarder vers le ciel, c'est vrai, mais ça, je le savais d'avance. Mais je peux regarder vers l'avant, je peux voir des panneaux indicateurs, je peux tout voir, je peux regarder le sol. Et ça me redonne cette qualité de vie que je souhaitais tant. Tout n'est pas parfait, c'est vrai. Maintenant, cela fait 10 ans que j'ai eu mon opération, mais je suis sur la bonne voie. Alors, pour mieux comprendre, tes contacts sociaux étaient limités aussi du fait que ton champ visuel était limité. Il était vraiment limité. Oui, on a bien pu le voir sur la photo. Mon regard était toujours baissé vers le sol. Je ne reconnaissais pas les gens dans la rue. Et puis même dans un magasin ou n'importe où, au travail, je ne voyais pas mes collègues. Je ne reconnaissais pas les gens. Et c'est cela qui a été le déclic. Je me suis dit, maintenant, c'est le moment de faire l'opération. Et tu as vraiment dû réapprendre à redécouvrir ton corps, en fait. Comment ça s'est passé? Ça a été difficile. Le médecin m'avait averti parce que la courbure, en fait, s'était faite progressivement durant 26 ans. Et le redressement, c'était du jour au lendemain. Donc, c'est tout le corps qui est chamboulé. Les muscles étaient raccourcis à l'avant, allongés à l'arrière. Mes genoux, les articulations, les tendons des genoux étaient complètement déformés, n'étaient pas dans la bonne position. Au début, j'ai eu beaucoup de douleurs, ça a été très difficile et j'ai dû faire beaucoup de thérapie, y compris de la musculation médicale. Bon, j'ai pu me remettre en forme et aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais bien, je suis satisfait et ma vie va beaucoup mieux. Donc pour moi, ça a été un succès avec le recul. Mais tu parles d'une nouvelle relation à toi-même. Ça me fait penser au professeur Nagel qui, dans son ouvrage sur les compétences des patients, parle d'une nouvelle normalité qui entre dans la vie d'un patient lorsqu'il y a eu un changement de ce genre. Alors, Monsieur Nagel, à quoi avez-vous pensé en voyant ce film? Vous voulez une réponse franche? Mais bien sûr. On ne veut que des réponses franches. Eh bien, moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ce qu'il a fait. Moi, c'est vraiment... je suis heureux de ne pas être dans cette situation et de ne pas devoir prendre... J'ai mal au dos aussi, mais je ne vais pas me faire redresser comme ça. Eh bien, justement, en relation avec cette nouvelle relation, vous avez parlé dans votre livre ou dans vos publications d'une nouvelle normalité. Je précise rapidement que je suis médecin légiste de formation, mais je suis à la retraite depuis plusieurs années. Et puis, comme beaucoup d'autres retraités, je suis très occupée. Et une partie de mes activités, c'est un cabinet que j'ai ici à Zurich et à Rapperswil. Donc, les gens qui me consultent sont dans des positions critiques dans leur vie, qui ne savent pas comment gérer leur situation. Par exemple, on leur a diagnostiqué un cancer, ils ne savent pas quoi faire et ils viennent me voir. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Parce que le diagnostic du cancer, c'est aussi un choc. Alors moi, je suis là pour aider ces personnes à accepter leur nouvelle situation, leur nouveau rôle, le rôle du patient, à le prendre au sérieux. Et je ne dirais pas que je les encourage à jouer un rôle, mais en tout cas à percevoir ce nouveau rôle qu'ils ont en tant que patients. Alors nous avons beaucoup réfléchi à la question de savoir ce qui passe par la tête des gens.
Et dans ce contexte, il y a une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on tombe malade ou lorsqu'on a une maladie chronique, eh bien, il faut essayer de ne pas se braquer sur toutes ces questions où on dit, voilà, on est soit malade, soit en bonne santé. On a diagnostiqué une spondylarthrite et maintenant je suis malade à 100%. Mais finalement, dans la plupart des situations de la vie, et c'est ce qu'on a vu avec Urs Lehmann, c'est de se dire, voilà, j'ai tout ça de santé, mais j'ai un petit peu de maladie. Donc, je suis une personne saine avec une maladie, mais je suis une personne saine. Et ça, c'est une attitude très importante. Se dire, voilà, j'ai une maladie, ça fait partie de ma normalité, une nouvelle normalité, mais comment est-ce que je vais gérer cette question? Donc, on n'est plus en train de se braquer sur cette question liée à la maladie, mais plutôt simplement dire, voilà, je suis sain, mais j'ai un problème, comment est-ce que je peux le gérer au mieux? Nous avons essayé, et c'est ce que nous essayons de faire aussi dans les conseils aux patients en situation critique, de leur dire que finalement, peu importe le diagnostic, spondylarthrite, cancer ou autre, on peut aussi être en situation de crise quand on part à la retraite, par exemple. En fait, nous essayons de sortir les gens de ce dilemme sain, malsain, sain, malade, et plutôt de leur dire, voilà, vous êtes dans la normalité. Moi, je connais des gens qui sont paraplégiques, ils sont en fauteuil roulant. Eh bien, pour eux, c'est ça la normalité. La normalité, c'est moi qui la définis. Ce n'est pas les statistiques qui doivent définir ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Récemment, j'ai vu une femme, la mère de 3 enfants, elle me dit que c'est son enfant cadet qui est le plus normal des 3. C'était ce qu'on appelait à l'époque la mongole. Donc, c'est un enfant qui a une trisomie 21. À l'époque, on disait mongole. Hein. Et elle me dit finalement, mon petit gamin mongol, c'est le plus normal des 3. Et c'est ce qui nous permet de définir quelque chose de formidable finalement quand on est en situation de maladie chronique. On ne peut pas changer cette maladie. C'est quelque chose de dur, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut l'accepter, l'assumer et se mettre debout et dire, voilà, tiens, j'ai cette maladie et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on aborde une nouvelle attitude. Moi, j'ai assisté à quelques exposés aujourd'hui, j'ai vu les réactions du public. Je me disais, mais finalement, les gens, ils n'ont rien dit de nouveau. Tout ce qui a été dit, les gens le savent déjà. Béa, cela fait 27 ans que tu as une spondylarthrite ankylosante. Alors, parle-nous un petit peu de ton expérience avec les inhibiteurs TNF-alpha. Cela fait 10 ans que tu en prends. Tu m'as parlé aussi de ski tout à l'heure. Alors, je me suis dit, bon, c'était un réflexe, je me suis dit, ah bon, mais quand on fait du ski, on risque de faire des chutes. Alors, c'est justement ce qu'on veut éviter quand on a une spondylarthrite ankylosante. Et pourtant, toi, tu ne te prives pas de skier. Non, certainement pas, parce que... En fait, je trouve qu'il faut vivre sa vie de la manière la plus normale possible. Il ne faut pas se laisser abattre. Pour moi, c'est toujours un encouragement, que ce soit de faire du ski en hiver ou en été, par exemple, je fais du VTT, alors que ce sont justement des sports qui, paraît-il, sont très mauvais parce qu'il y a des risques de chute. Mais comme nous l'avons entendu aujourd'hui, bon, il faut éviter les chutes. Mais moi, je me dis que si c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est 100 fois plus important que de ne rien faire, que de ne plus rien faire. Moi, j'assume, je n'ai jamais arrêté de pratiquer le ski ou le vélo. Et pour moi, c'est important. C'est important de toujours me motiver, de ne pas baisser les bras, de ne jamais abandonner. Parce que si on ne fait plus ce que l'on a du plaisir à faire, eh bien, c'est tout de suite les limitations qui sont beaucoup plus importantes. Parce que pour moi, c'est un vrai défi sportif, par exemple. Et quand on a du plaisir à faire ce sport, eh bien, au moins, justement,
on pratique du sport, on fait de l'exercice. Sinon, si on ne peut même plus faire ce qu'on aime faire, eh bien c'est la loi du moindre effort et on tombe dans le confort et la facilité. Alors, parle-nous des inhibiteurs TNF-alpha. Quelles sont tes expériences? Cela fait bientôt 10 ans que je prends des inhibiteurs TNF-alpha et je fais partie des patients qui ont de la chance parce que je réagis très bien à ces médicaments. Avant cela, pendant 17 ans, j'avais toujours des activités inflammatoires très actives, très douloureuses. J'avais beaucoup de douleurs. Et avec les inhibiteurs TNF-alpha, la situation s'est nettement améliorée en l'espace d'un mois. Ça fait maintenant 10 ans que j'en prends et heureusement que l'effet est toujours efficace. Aujourd'hui, l'inflammation a complètement disparu. Je n'ai jamais d'inflammation donc au sens de morbus Bechterew et par conséquent, mes douleurs ont disparu aussi. Donc pour moi, c'est vraiment une toute autre vie. Ma vie a vraiment changé ces 10 dernières années. Monsieur Nagel, il y a beaucoup de progrès aujourd'hui dans la médecine, on a parlé de traitement, de médicaments, mais vous, dans vos publications, vous insistez aussi sur ce que vous appelez le médecin intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, nous avons fait beaucoup de sondages auprès de patients et d'autres gens normaux. Il y a même des présidents normaux dans certains pays. En fait, sur la question de savoir ce que vous pensez, on leur demande finalement si vous pensez que ce que fait la médecine est suffisant. Donc ça, c'est ce que j'appelle le médecin extérieur. Mais je me demande s'il ne faudrait pas aussi un médecin intérieur. Ce médecin intérieur, ce serait nos propres forces très personnelles, notre force de défense, de résistance. Et ça, c'est ce que j'appelle le médecin intérieur. Et on pourrait poser la question dans la salle, mais je suis sûre que je connais déjà la réponse. À part nous autres, les médecins, n'est-ce pas, madame? Pratiquement tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut 2 médecins pour guérir. Le médecin extérieur, le docteur, et le médecin intérieur, c'est moi. Certains disent qu'il y a même un 3e médecin qui est Dieu, donc c'est le niveau spirituel. Oui, ou la nature, si vous voulez, la nature de l'être humain, finalement. Alors la question qui se pose, c'est que puis-je faire moi-même pour moi? Et c'est là qu'on va dans le sens du cheminement personnel. Nous, et c'est très important avec les maladies chroniques, nous essayons toujours de définir des objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre? Quels sont les objectifs que je peux atteindre? Et une fois qu'on a défini cet objectif, on s'engage sur la voie qui mène à l'objectif. Alors, si vous me laissez encore 20 secondes, il y a ensuite une autre question qui se pose souvent avec mes patients qui ont le cancer, qui me disent « mais je ne peux pas guérir, j'ai le cancer ». Ou alors ils me disent « mais j'ai une spondylarthrite ankylosante, c'est incurable, je ne peux pas guérir ». Et c'est là que nous faisons un travail très important qui permet d'avoir des repères. Nous remplaçons le terme de guérison au sens où la guérison serait le fait de retrouver la situation initiale d'avant la maladie et on la remplace par une notion progressive et non pas statique. La guérison, c'est aussi un cheminement. Une plaie guérit, mais elle cicatrise. Parfois, elle ne guérit pas, mais elle cicatrise. Et la question ici, c'est de savoir si un être humain peut faire lui-même quelque chose pour
parcourir ce cheminement. Et avec mon expérience de médecin, je dis que oui, 3 fois oui. Et c'est vrai pour des maladies chroniques comme la spondylarthrite ankylosantes. Peut-être que cette guérison absolue, dans l'idéal, je ne l'atteindrai jamais, mais je peux m'en approcher, je peux faire ce cheminement, je peux influencer les symptômes, les douleurs, etc. Et même si la médecine traditionnelle nie le fait que nous ayons nos propres forces de guérison intérieure, eh bien, mon expérience me le dit, nous avons cette force en nous. À nous d'aller puiser dans nos ressources, dans nos énergies pour retrouver ce médecin intérieur que nous avons. Quelles sont mes possibilités? Et ça, c'est une ressource très personnelle, très individuelle, et c'est un vrai défi que de trouver cette énergie en soi. Vous êtes d'accord, Madame Exer? Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je fais partie de la médecine traditionnelle, entre guillemets, en tant que rhumatologue. Mais c'est vrai qu'en tant que rhumatologue, on est aussi confronté à des médecines parfois alternatives. Alors, cette force intérieure, ce médecin intérieur, la manière dont je gère moi-même ma maladie, quels sont les médicaments que je veux prendre ou ne pas prendre, c'est toujours le fruit d'une discussion. Moi, je propose à mes patients, je n'impose pas. En tant que médecin, je dis à mon patient tout ce que je peux lui offrir, mais en fin de compte, c'est lui ou elle qui doit prendre la décision d'aller dans un sens ou dans l'autre, de parcourir ce cheminement. Madame Danouzer, vous aussi, vous avez une démarche qui s'axe fortement sur les ressources individuelles. Oui, ça me semble très important de trouver ces possibilités, même et surtout lorsqu'on a des limites. Et votre maladie, par la nature des choses, impose un certain nombre de limites. Et c'est pour cela qu'il faut essayer de se demander quels sont mes points forts, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux encore encourager ou stimuler. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que durant de nombreuses années, la médecine s'est peut-être elle-même limitée ou freinée par ses limites. On a essayé de se concentrer sur la correction, entre guillemets, de ces limitations. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a un peu changé de démarche. On essaye aussi d'encourager, de stimuler tout ce qui peut être fait par le patient. Et ça ne peut se faire qu'en collaboration avec le patient. Ce n'est qu'avec le patient qu'on peut trouver cette solution. Urs, tu es expert aussi dans ton domaine. On a entendu tant d'experts, mais finalement, toi, tu es un expert de ta propre vie. Est-ce que tu peux contribuer à ta guérison? Eh bien, pour moi, c'est surtout une question de qualité de vie, c'est-à-dire la possibilité de pratiquer les loisirs ou les activités que j'avais auparavant. Alors pour moi, c'est le billard, effectivement. J'aime bien jouer au billard. En fait, ce n'est pas logique du tout pour un Bechterew parce qu'on est debout devant une table dans une position bizarre. Mais j'ai du plaisir à le faire. De temps en temps, j'arrive même à bien jouer au billard. Et puis, ça me permet de boire un coup avec mes copains. Et du coup, les jours où ça va un peu mieux, je me dis, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais faire une partie de billard. Ça me donne du plaisir, le plaisir de vivre. Et voilà, ça, c'est le genre de choses qui me permet de mobiliser mes forces intérieures. Et c'est cela qu'il faut conserver. Il faut garder les activités que l'on aime pratiquer, même si pour une autre personne, ça peut paraître bizarre ou pas très professionnel. Mais il faut vraiment garder ce plaisir. Et c'est ce qui nous permet aussi de mieux surmonter les périodes difficiles. Et alors, pour toi, tu as parlé du ski, du vélo. Ça te fait plaisir? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui t'aident ou qui te permettent de contribuer à ta qualité de vie en te disant, voilà, ça c'est quelque chose que moi je peux faire? Oui, ce qui est sans doute important, c'est le contact social. Personnellement,
J'ai un réseau de collègues et d'amis qui est resté le même. Je soigne mes contacts sociaux. Ce sont des gens que je vois régulièrement. Je dois dire aussi qu'on me porte, qu'on m'encourage aussi beaucoup. Et puis il y a, par exemple, des fois des occasions, des manifestations auxquelles on est obligé de se rendre pour des raisons professionnelles. Et parfois, ça peut être difficile. Souvent, en tout cas, c'est moins le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, j'ai aussi été en plus la plus jeune, en plus une femme, et la plus jeune, mais la plus courbée de tous. Ce n'était pas facile. Et puis, bon, j'étais souvent aussi avec des hommes. Donc, voilà, une femme parmi des hommes, une jeune parmi des vieux. Et il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles j'ai dû me donner vraiment un petit coup de pouce pour que j'ai le courage d'aller jusqu'au bout, mais je l'ai fait. Et avec le temps, on prend l'habitude et ça devient plus facile. Et finalement, je n'ai eu que des expériences positives de cette manière. Les gens ont réagi de manière positive. Les gens qui veulent vous parler, eh bien, vous parlent. Et moi, je suis une personne assez ouverte. J'ai toujours dit les choses très franchement quand on me pose des questions. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es courbée comme cela? Pourquoi je suis assise dans une posture bizarre? Eh bien, j'ai toujours répondu très franchement et j'ai toujours eu des expériences positives. Et je crois surtout qu'il ne faut pas abandonner. Ça, c'est important. Parce que si on baisse les bras, on se dit « Ah, mais je ne vais pas aller à telle ou telle fête ou manifestation parce que ça ne va pas ou les gens vont mal réagir. » Alors là, c'est une chose qu'il faut éviter. Moi, je ne le fais pas.